Nous avons donc vu que, je dirais, dans le dernier tiers du Ve siècle, la démocratie s'était corrompue et que souvent les assemblées décidaient sous l'influence de gens qui leur faisaient un peu avaler ce qu'ils voulaient, ce qu'on appelait les démagogues, ceux qui essayaient de conduire le peuple en le flattant. Et bien sûr, si la démocratie fonctionnait comme ça, c'était très grave parce que ça signifiait bien sûr qu'au lieu d'avoir des décisions sages, d'intérêt général, peut-être imparfaites parce qu'on discute en fonction des circonstances, vous aviez des décisions qui étaient prises suivant la volonté de l'orateur et que l'orateur, s'il menait l'Assemblée par le bout du nez, c'est que l'Assemblée croyait raisonner correctement, mais en fait ne raisonnait pas correctement. Alors c'est ici qu'apparaît le personnage de Socrate. Socrate est actif dans le dernier tiers du Ve siècle, entre 430 et 400, quelque chose comme ça. Donc au moment où la démocratie se corrompt, où c'est beaucoup moins bien. La grande époque de la démocratie, c'est plus tôt, c'est sous Périclès, entre grosso modo 460 et 430. Donc Socrate arrive à un moment où, je dirais, ce sont les sophistes au mauvais sens du terme qui dominent les assemblées ou qui ont éduqué la jeunesse en lui donnant tous ces trucs de séduction des assemblées qui permettent de les manipuler. Et Socrate ne va pas à l'assemblée politique. Alors, si vous connaissez un peu la géographie d'Athènes, vous verrez qu'il y a en bas l'agora, là se trouve Socrate et tout le monde, parce que l'agora, c'est la place publique, où les gens vont parler, on est dans un pays méditerranéen aussi, tout le monde est en plein air, où on va discuter, c'est le lieu, si vous voulez, de la société civile. Si vous montez, vous arrivez à la colline de l'Apnyx. La colline de l'Apnyx, c'est PNYX, c'est la colline sur laquelle se tenait l'Assemblée politique. Donc quand les gens allaient faire de la politique, le peuple se réunissait. Et puis vous avez plus haut l'Acropole avec le Parthénon et les autres édifices qui sont les édifices religieux. Bon. Alors, Socrate ne montait pas sur la colline de l'Apnyx parce qu'il n'acceptait pas ce qui se passait. Il n'acceptait pas cette dégradation de la démocratie. Il ne le disait pas parce qu'il rusait, il n'avait pas envie qu'on lui tombe tout de suite dessus parce qu'il avait un message à faire passer. Non pas parce qu'il était lâche, on verra plus tard qu'il sera très courageux. Et donc il avait inventé l'idée qu'il avait une voix intérieure qu'il appelait son daimon, son démon pas au sens négatif du terme, sa divinité intérieure qui lui disait « Socrate, ne va pas sur la colline de l'Apnyx parce que si tu y vas, eh bien, tu auras des ennuis ». Et Socrate disait, en se fichant un peu du monde, j'ai obéi à ma voix intérieure, je ne suis pas allé sur la colline de l'Apnyx. Et donc, on peut dire, enfin, ce que je dis c'est métaphorique, il les attendait en bas, si vous voulez. Ils descendaient, les citoyens de la colline de l'Apnyx, ils arrivaient sur l'agora, et au fond, ils étaient très fiers d'avoir accompli leur devoir démocratique. Et ils avaient l'impression d'avoir pris des décisions qui étaient des décisions qui allaient dans l'intérêt général de la cité. Et Socrate arrivait devant eux en disant, je suis un bon citoyen, ce qu'il était. Je n'ai pas été sur la colline de l'Apnyx, donc je ne connais pas les arguments qui ont été échangés. Est-ce que tu peux me dire ce qui a été décidé ? Et son interlocuteur lui disait, on a décidé la paix, on a décidé la guerre, on a décidé de reprendre les hostilités par terre, par mer, de faire un compromis, enfin, tout ce qu'on aurait pu décider. Et Socrate, voyant ça comme n'importe qui n'a pas assisté au débat, se dit, bon, mais tout ça est possible, mais pourquoi a-t-on choisi une position plutôt qu'une autre ? Est-ce que tu peux me refaire le raisonnement qui a mené à cette conclusion ? Ce qui paraissait tout à fait normal. Et l'interlocuteur s'exécute en public. Et évidemment, comme l'interlocuteur a été mené par le bout du nez par les sophistes et que Socrate pose des questions et réponses très courtes, ce qu'on appelle la dialectique, et que chaque fois il demande « tu veux bien me définir ce terme ? Tu veux bien me dire comment on passe de ça à ça ? Tu veux bien me dire comment on a établi ce fait-là ? Tu veux bien ne pas changer de définition en cours de discussion, etc. etc. » Mais au bout d'un petit temps, l'interlocuteur qui s'est laissé manipuler par les sophistes, qui n'ont fait que cela, mais ça ne se voyait pas, mais avec Socrate, ça se voit, parce qu'avec Socrate, il pose des questions et réponses qui coincent son interlocuteur, l'interlocuteur s'effondre. Il appelle ça aussi sa théorie la maïeutique. La maïeutique, c'est l'accouchement. Il n'accouche pas, évidemment, au sens réel du terme, mais il accouche les esprits. Il dit, qu'est-ce que tu as dans la tête puisque tu as pris cette décision ? Et on s'aperçoit qu'il n'y avait rien du tout, ou que tout ça était évidemment beaucoup trop faible et beaucoup trop imparfait pour mener à la décision. À ce moment-là, Socrate fait effectivement un travail qui est un travail d'intérêt public, puisqu'au fond, il dénonce une mauvaise manière de raisonner dans une assemblée dans laquelle le raisonnement est central, puisque c'est la démocratie, le peuple échange des arguments et puis c'est la majorité qui décide. Alors il se fait beaucoup d'ennemis parce que d'abord, il tourne en ridicule
ridicule ses interlocuteurs qui étaient des citoyens qui croyaient avoir accompli leur devoir. En plus, il met en cause des intérêts, parce qu'on peut imaginer que si les sophistes voulaient arriver à une décision particulière en trichant sur le processus argumentatif, c'est qu'ils avaient de bonnes raisons pour ça et des intérêts qu'ils n'avouaient pas. Et dans cette mesure-là, Socrate se fait beaucoup d'ennemis et on lui fait un procès en 399, au tout début du IVe siècle. Et dans ce procès, il continue. Il aurait pu dire au jury, écoutez, bon, mais je n'ai attaqué la démocratie que pour son bien. Il aurait pu évoquer ses enfants, faire de la rhétorique, faire des effets de manche, comme on dit aujourd'hui. Et il ne le fait pas, bien entendu, parce que ce serait contradictoire avec ses thèses. Et il dit la vérité. Il dit, ce que je fais est d'intérêt public, parce que je défends une bonne discussion sans laquelle il n'y a pas de démocratie valide. Et donc, comme l'accusé à l'époque devait lui-même définir sa sanction, il essaie de proposer une sanction minime, lui, il dit carrément, vous devez me nourrir jusqu'à la fin de mes jours au Prytanée, qui était l'édifice réservé aux bienfaiteurs de la démocratie athénienne. Donc, il provoque, pour nous, il a raison d'une certaine façon, mais enfin, il provoque véritablement, et il se fait condamner, il doit boire la ciguë, le poison, il meurt très dignement, et donc, évidemment, post-mortem, ça lui donne une réputation tout à fait extraordinaire. Alors, celui qui avait assisté au procès de Socrate et qui en avait été fondamentalement indigné, c'est Platon. Il faut savoir que Socrate n'a pas écrit. C'est Platon qui l'a mis en scène. Platon n'a pas écrit des traités, il a écrit des dialogues dans lesquels, dans la toute grande majorité des dialogues, Socrate a le premier rôle. Alors après, évidemment, on peut dire que dans la pensée de maturité de Platon, c'est Platon qui développe ses idées à travers Socrate, mais dans les dialogues de jeunesse, on peut imaginer qu'il a simplement repris les propos de Socrate parce qu'il avait été tellement horrifié par sa mort. Bon, alors à un moment, Platon acquiert sa propre pensée. Et au fond, il tire les conséquences, peut-être plus loin que Socrate n'aurait été, on n'en sait rien, parce qu'il dit, après tout, ce qui se passe à l'Assemblée, bon, il n'y a pas moyen de réparer ça, il n'y a pas moyen de corriger ça, ces gens sont ignorants, on ne peut pas demander au peuple ignorant et manipulable de décider des questions tellement importantes que la guerre et la paix pour la cité. Si vous êtes malade, vous allez chez un médecin, c'est-à-dire un homme compétent qui connaît le corps, qui est capable de vous administrer le bon traitement. Vous n'allez pas demander à une assemblée d'ignorants qui ne connaissent rien en médecine et qui aiment bien écouter des beaux discours de prendre une décision à la majorité sur le traitement qui doit vous être infligé. Il dit la cité, c'est encore plus grave, il faut des gens qui soient compétents. Et les seuls qui soient compétents, ce sont les philosophes. Parce que les philosophes sont capables, dit Platon, de bien définir les notions, de bien définir les liens entre les différentes notions, d'établir correctement les faits, d'être cohérents dans leur définition des termes, etc., etc. Et là, les philosophes, eux, peuvent prendre une décision d'intérêt général. Mais les philosophes, c'est une toute petite minorité de gens qui sont capables de ça. Il ne faut pas demander ça à une assemblée d'ignorants. Et donc, Platon oppose à la démocratie la monarchie philosophique, si vous voulez. Ce sont, d'une certaine façon, des rois philosophes. Et ça posera de problèmes redoutables. D'abord, la question de savoir comment on va contrôler ce pouvoir des philosophes, puisque ces philosophes sont seuls capables de raisonner et que ceux qui sont restés dans l'Assemblée sont ignorants et incapables de prendre de bonnes décisions politiques.